Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui de plus en plus universaliser l'information au niveau, pourquoi nous avons choisi humanisme au lieu d'humanitaire, c'est parce que nous pensons que l'humanisme est indispensable si nous voulons que cette planète retrouve l'équilibre et que l'espèce humaine retrouve une harmonie et finalement qu'on puisse s'entendre de mieux en mieux. Quand on voit ce que produit la dualité, hein, les incompréhensions, les dualités, les inégalités entre le nord et le sud, les inégalités internes à chaque système, etc. Quand on voit l'argent absolument incroyable qu'on consacre aux armements, à fabriquer des armes pour s'entretuer, c'est pour ça que ça m'amène à dire, si les extraterrestres évolués étudient l'espèce humaine, ils ne peuvent pas dire que nous sommes intelligents. Il n'y a pas d'intelligence. S'il y avait intelligence, il y aurait une planète magnifique à vivre. Au lieu de cela, nous sommes dans une espèce de, du système réactionnel d'année en année. Alors chaque individu arrive au monde, assume ce qu'il peut, trouve sa petite place ou ne trouve pas de place. Il y a ceux qui ont beaucoup, ceux qui ont peu, etc. Et finalement, ce courant de l'histoire est quand même dramatique parce que malgré nos connaissances, malgré nos aptitudes, nous ne sommes pas intelligents. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire par intelligence? C'est-à-dire que l'intelligence, ce serait cet ordre subtil qui fait que nous pouvons organiser nos aptitudes pour qu'elles expriment une démarche ou disons une aspiration à un monde paisible, un monde respectueux de la vie, un monde respectueux de la nature et toutes ces choses-là, ça c'est de l'intelligence. Qu'il y a d'un côté la politique, de façon générale, qui fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui ne fonctionne plus. On ne peut pas continuer à fonctionner sur un modèle d'un toujours plus indéfini, ce qui donne cette croissance économique absurde, où l'on part du principe que rien ne doit avoir de limite. Il y a ça, et de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons quand même une société civile qui est devenue un vaste laboratoire où s'exercent énormément d'initiatives très intéressantes. C'est-à-dire qu'on sort du cadre strict qui a été déterminé par la société, et en particulier dans le cadre des 30 glorieuses qui ont permis à l'Occident de se flatter, de converger, en pillant la planète, bien entendu. Et de l'autre côté, il y a des êtres humains qui, dans leur petit coin, font des choses vraiment intéressantes sous une impulsion et une pulsion qui est, j'ai envie de donner une logique à ma propre existence. Voilà. Et ça constitue toute une société civile qui nous amène, nous, à projeter très sérieusement un forum civique. Le forum civique, en tout cas en France, ce forum civique consisterait à rassembler et à mutualiser les initiatives de façon à ce qu'on puisse comprendre qu'à travers ces micro-projets et ces consciences qui agissent dans leur coin, eh bien, nous avons ce besoin de construire un monde différent. Voilà. Et pour cela, c'est pour ça que quand je me suis présenté aux élections en 2002, on m'a poussé à le faire, je suis allé, élection nationale, eh bien, nous sommes partis sur le slogan « Appel à l'insurrection des consciences ». Quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais aussi quels enfants laisserons-nous à la planète? Alors on pensait que sortis comme ça, hors de la règle du jeu de la politique, nous ne sommes pas partis en disant si vous votez pour nous, ça sera merveilleux, vous aurez ci, vous aurez ça. Nous, notre manifeste, ça a été le féminin au cœur du changement. Pourquoi est-ce que les femmes sont subordonnées sur toute la planète? Ça a été pourquoi éduquons-nous les enfants sur la compétitivité au lieu de leur apprendre la solidarité? Dès tout petits, ils peuvent apprendre la solidarité. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas aux enfants le respect d'eux-mêmes et le respect de la nature? Pourquoi est-ce qu'on empêche certaines utopies constructives sous prétexte qu'elles ne cadrent pas avec les directives d'un système
pourquoi des armements, pourquoi donne-t-on beaucoup plus d'importance à construire des armes et donc à servir la mort qu'à servir la vie? La vie, on la détruit, mais on sert la mort. Alors là, on met du budget dans dans la destruction et la mort. Ce qui met en évidence le fait que l'humanité n'est pas intelligente. Parce que elle a confondu ses aptitudes extraordinaires d'un cerveau qui est capable de faire des prodiges technologiques avec la lumière, c'est-à-dire la clarté qui doit donner à ces aptitudes l'ordre intelligent. Alors on est d'un côté apte à beaucoup de choses et de l'autre côté nous ne sommes pas intelligents pour mettre nos aptitudes au service de la vie. Donc c'est là qui pour moi le grand problème aujourd'hui. Et cela, pour qu'il y ait une modification à ce niveau-là, bien entendu, pas de changement de société sans changement humain. L'humanisme pour moi est important. Et quand on déclare l'humanisme, et nos structures qu'on a créées, toutes les structures qu'on a créées sont sous l'égide de l'humanisme. Pourquoi? Parce que l'humanisme, c'est bien autre chose que l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, on crée, par exemple, l'indigence, et en pillant les pauvres, et on va ensuite avec des sacs de riz pour leur dire regardez comme nous sommes gentils. Donc il y a une hypocrisie de fait. Et dans le système humain, l'humanisme doit prédominer. L'humanitaire n'étant que le palliatif et le correcteur des défaillances de l'humanisme. Voilà, pour nous, nous sommes installés là-dedans. Alors pour cela, évidemment, ça nous amène à dire, est-ce que la planète est une magnifique oasis au sein d'un incommensurable désert astral et sidéral? On a beau chercher s'il y a une planète comme la nôtre, ben on a du mal. Donc on a une chance inouïe qui relève d'une probabilité, mais qui est absolument incroyable, que d'être sur une sphère de cette beauté, de cette vie, et au lieu de, justement, d'avoir ce sentiment sacré et prendre soin de cette planète mère, eh bien, tout ce qu'on sait, c'est la sacrifier à l'avidité humaine et au lucre. Voilà. Et donc c'est là où il y a quelque chose à faire par rapport à, sommes-nous dans la cadence juste par le toujours plus indéfini que propose la croissance économique, ou est-ce que le moment n'est pas venu de venir à quelque chose de modéré, c'est-à-dire la modération en tant que puissance. C'est pas la modération en tant que faiblesse. Au contraire, la modération nécessite de la puissance, comme la sobriété nécessite de la puissance. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de serrer la ceinture pour me mortifier. C'est simplement que j'ai compris, mes besoins sont définis. Au-delà de mes besoins, il faut un peu de superflu, mais quand le superflu devient trop important, je suis victime. C'est-à-dire que je suis consumé, je consomme, et en même temps que je consomme, en même temps je suis consumé. Et quand je fais le bilan de ma propre existence, eh ben je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment vécu, ou est-ce que je n'ai fait qu'exister en attendant d'être dissipé dans un au-delà hypothétique. Donc la question fondamentale aujourd'hui, est-ce que nous sommes sur la bonne règle du jeu qui à la fois permet à l'humanité de satisfaire à ses besoins réels. Souvent on invoque la loi de la jungle. La loi de la jungle, ça n'a rien à voir. Quand un lion mange une antilope, il la digère, mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes à vendre aux copains. Le pauvre vieux, il faut bien qu'il mange. Comme l'antilope, il faut bien qu'elle mange aussi l'herbe, et l'herbe est vivante aussi. Donc la chaîne de la vie, ça c'est licite, c'est totalement moralement acceptable et licite. Nous devons vivre. Mais le problème, c'est quand il y a l'accaparement d'un bien commun que personne n'a planté la forêt amazonienne, personne n'a ensemencé les océans des poissons et des baleines. Donc ce bien commun, il faut aujourd'hui une législation mondiale qui définisse que ce n'est pas le bien que n'importe qui peut s'accaparer sous prétexte qu'il a du lucre. Voilà. Moi, ça me révolte énormément de voir la confiscation que l'argent permet de faire du bien qui revient à tout le monde. Et aujourd'hui, toutes les 7 secondes, paraît qu'un enfant meurt de faim.
Alors, est-ce que nous avons réussi quoi à ce moment-là? Et même dans la partie des populations qui sont théoriquement les mieux placées, c'est-à-dire qui bénéficient, disons, des biens de cette planète, ils sont dans la surabondance, mais ils ne sont pas forcément heureux. Donc, à quoi ça sert d'être dans la surabondance et de consommer des anxiolytiques? Il vaut mieux aller droit à la joie plutôt que de croire que c'est les yachts qui vont donner la joie. Les yachts donnent du plaisir, mais est-ce qu'ils donnent de la joie? Non, parce que l'être humain, il est circonscrit à quelque chose qui est d'un autre ordre vibratoire. Le plaisir, c'est on se le paye, enfin, etc. La joie, elle ne s'achète pas. J'évoque souvent un peu l'histoire de Diogène qui vit dans son tonneau, etc. Et puis un jour passe Alexandre le Grand, immense Alexandre le Grand qui fait trembler le monde. Et il vient et lui dit, mais tu sais, il y a là-bas, un type qui vit dans un tonneau, alors il vit de peu. Et Alexandre le Grand, piqué dans sa curiosité, dit, moi je veux voir ce type-là. Alors on accompagne Alexandre le Grand pour aller voir Diogène. Et on avertit Diogène en lui disant, attention, prépare-toi, et Alexandre le Grand qui arrive, tu te rends compte l'honneur qu'il te fait à venir te visiter. Diogène ne bouge pas d'un poil. Et quand Alexandre le Grand arrive, se penche sur lui, dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon brave? Il dit, je ne te demande rien, ôte-toi de mon soleil. Je serais Alexandre le Grand, j'aurais été vexé. Voilà. L'autre anecdote, c'est le pêcheur. Un pêcheur il a fini son boulot, il fait sécher ses filets, et puis il est là, bon, passe un monsieur sérieux, regarde le pêcheur et lui dit, la barque là-bas est à vous? Il dit oui. Oh, mais elle est petite. Il dit oui, bah oui, c'est ma barque. Mais vous pourriez en avoir une plus grande quand même. Et après? Après, vous allez pêcher plus de poissons. Et après? Après, vous allez pouvoir acheter un petit bateau. Et après? Après, vous allez même pêcher tellement de poissons que vous allez embaucher des gens, que vous allez... Et après? Et après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Et ça paraît de l'humour, mais en fait, ça traduit véritablement des éléments plus que symboliques, réels et symboliques, qui sont liés au comportement de l'être humain insatiable, qui est insatiable, et l'insatiabilité qui est censée lui donner la joie, lui donne de la tristesse. Voilà. Donc il est important de comprendre qu'aujourd'hui, le changement, si on veut vraiment changer les choses, il faut que ça parte de l'être humain lui-même, il faut que ça parte de l'équilibre entre le féminin et le masculin, il faut que ça parte du respect de la vie, il faut que ça parte aussi de l'éducation des enfants, qu'on n'ensemence pas de désirs permanents et on les angoisse. Par contre, si on éduque les enfants dans la complémentarité, l'autre n'est pas mon rival, mais mon coéquipier en quelque sorte de la vie, et il est capable de m'aider, je suis capable de l'aider, là oui, on va vers un humanisme qui peut donner sens profond au genre humain. Si on continue, la planète au pillage, comme je recommande beaucoup d'ailleurs le bouquin de Osborne, La planète au pillage, qui est un livre absolument remarquable. Ça, il faut vraiment que les gens lisent La planète au pillage, qui a été salué par Einstein, par Devoto, par Huxley, mais Osborne a bien mis en évidence le fait que cette perception d'une planète gisement de ressources est une catastrophe. Voilà. Que dire? Je veux dire que je connais des personnes qui ont des moyens, mais qui ont en même temps beaucoup d'amour pour les autres. Ils les aident, ils les font, et ils participent à les assister, à les soutenir, à les amener, à tenter de leur transmettre ou de les aider à acquérir
du bonheur, à acquérir de la joie, ou à acquérir, à limiter leurs besoins. Donc la richesse peut servir à ça aussi, je veux dire. Ça ne peut pas être simplement je m'enrichis et je compte mes dividendes annuels. Donc si on a ces moyens-là, eh bien, je pense que c'est très important de les mettre au service d'une démarche qui soit une démarche d'humanisme. Ou alors je stocke et à ce moment-là, j'assiste très objectivement des gens qui en ont besoin. Des gens qui ont besoin. Moi, j'ai des tas de rêves comme ça. Pourquoi ne pas acheter des terres et non pas pour soi, mais pour, par exemple, essayer d'installer des gens dessus. Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent s'installer sur des terres que j'aurais acquises. Moi, je n'ai pas ces moyens-là, mais et qu'il y ait quelque chose qui participe justement à impliquer l'être humain dans une évolution positive. Et l'argent, bien sûr, il y a l'argent illicite et illicite. C'est sûr que quand on fait l'analyse de l'argent qui vient de la drogue, qui vient de la prostitution, qui vient, etc., etc., on ne peut pas dire que ce soit de l'argent très propre. Voilà. Mais il y a aussi l'argent qui vient de l'effort honnête des personnes. Et cet argent-là, elle représente une énergie. Cette énergie, j'en fais quoi? Est-ce que je la bloque et je la stocke dans mon compte en banque et puis je me satisfais en faisant augmenter mes dividendes, ou est-ce que cet argent-là, je le considère réellement comme une énergie constructive, et auquel cas je l'investis dans la construction d'un monde différent. Ça, c'est chacun qui détermine. Il n'y a pas de recette particulière. Ça relève d'un choix moral des individus. C'est tout. Et donc à ce moment-là, je veux dire, en toute situation, qu'est-ce qui nous inspire? Ce qui inspire, c'est quand même la conscience. Je reviens à ma conscience. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Je suis à l'écoute de cette conscience. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Et si elle m'inspire le bien, je peux le faire sans argent, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Si elle m'inspire le bien, je peux le faire aussi avec de l'argent. Et il n'y a pas de dichotomie ou d'opposition, puisque l'objectif étant faire le bien, chacun le fait comme il peut. Puis il y a des gens, ils n'ont rien du tout, ils font du bien anonyme. Moi j'ai connu des gens qui s'occupaient de vieillards seuls, qui dans le fonctionnement, disons, social, dans cette discrétion du fonctionnement social, qui n'est pas sur les journaux, qui n'est pas... On met des gens... Il n'y a pas que les journaux qui révèlent la bonté, il y a des bontés discrètes, simples, des gens qui font des choses magnifiques dans leur microcosme, mais ils font le bien. Ils font le bien, ils ont de l'amour et ils font le bien dans leur microcosme. Et bien quelquefois, le peu qu'ils peuvent faire, parce qu'ils le font avec une conviction totale, ça peut équivaloir à ce que fait un millionnaire avec autre chose. C'est une question d'humanité, c'est une question d'humanisme, c'est une question de conscience, c'est une question d'âme, c'est une question de cœur. Le reste, c'est que ce qui vient, c'est la matérialité des choses, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'être humain lui-même se transforme. Et si l'être humain ne se transforme pas, il peut bouffer bio et exploiter son prochain. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous insistons sur l'humanisme, les vertus fondamentales qu'un être humain peut développer sont absolument extraordinaires. Et ces vertus fondamentales, eh bien, elles rejoignent ce message auquel moi je souscris totalement, sans appartenir à aucune église. J'ai appartenu, mais je n'appartiens plus. Simplement à ce type qu'on appelle Jésus, et qui a insisté sur le fait que la seule énergie licite capable de modifier la société, c'est l'amour. Il a même insisté, même vos ennemis. L'amour, c'est la plus grande énergie qui soit. C'est qu'effectivement, ce que je dis repose sur un témoignage, lequel témoignage a été réalisé, incarné. C'est pas la perfection, il y a de la perfection, mais il y a une tentative quand même de cohérence. Voilà. C'est d'aller vers plus en plus de cohérence, où on met en harmonie nos aspirations spirituelles, nos aspirations idéologiques, enfin ce que nous avons envie que le monde soit
mais évidemment dans la partie belle du monde, et puis en même temps parce que ce dont nous pouvons témoigner. Mais moi je n'ai aucune leçon à donner à personne, je n'ai pas de leçon. Les gens, si j'ai une réputation, c'est aussi parce que les gens savent que je ne triche pas avec ces choses-là. Ça ne veut pas dire que je suis un saint, saint rabbi, rien à voir, je n'ai pas d'auréole ou quoi que ce soit. Mais enfin, le monde étant ce qu'il est, avec ce qu'il génère comme souffrance, comme désaveu, comme absurdité, disons, c'est presque une offense à l'intelligence divine. Et donc, pour moi, voilà, il faut tâcher d'aller de plus en plus vers la cohérence, et ça commence par nous-mêmes, et ça commence par ceux qui nous entourent, parce qu'on peut aller manifester contre ceci et cela, et pourrir la vie de ceux qui nous entourent. Et je pense que le premier, nous sommes attendus là où nous pouvons agir. C'est pour ça qu'on a dit les colibris, faites votre part. Mais faites votre part, c'est pas seulement faites votre part matérielle, faites votre part aussi dans votre transformation personnelle qui va aider à transformer la société. Sinon ça ne sert à rien. Où il y a une unité en quelque sorte, que l'on soit de quelques pays, que ça va, nous sommes des êtres humains, avant tout. C'est ça la première chose. Nous sommes des êtres humains, nous sommes conscients de notre finitude. Donc on a peur de la mort. On sait que la mort, c'est... Nous sommes des êtres humains qui avons besoin de sécurité. Alors il y a la métaphysique, ce qu'on imagine après la mort, etc. Il y a celui qui gagne de l'argent, il y a celui qui se fait un bunker mental ou un bunker physique, etc. L'être humain est égal à lui-même. C'est simplement les cultures qui font que cet être humain, dans l'identité absolue qu'il y a entre l'humanité, est déterminé par un territoire, par une histoire, par des coutumes, etc. C'est ça qui est déterminé. Mais l'être humain, quel qu'il soit, il est égal à lui-même. C'est une identité absolue. Tous les êtres humains veulent survivre, veulent la sécurité, savent qu'ils vont mourir. De toute façon, ça c'est général. Tout le monde sait que voilà, il y aura. Alors, en partant de ces dénominateurs qui sont communs au genre humain, ensuite ces dénominateurs sont déterminés par les conditions. Je vis dans un endroit ou je vis dans un autre, il y a telle ressource ou pas telle ressource, et ensuite toute la culture, les coutumes, la religion, les croyances, enfin, etc. Tout ça, l'être humain étant égal à lui-même, mais il est en quelque sorte déterminé par les conditions qui viennent après. Autrement, si vous prenez... C'est pour ça qu'il faudrait rassembler tous les enfants du monde. Les enfants du monde, dès tout petits, on devrait organiser des choses pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se voient, pour qu'ils communient les uns avec les autres, et quelle que soit leur race, quelle que soit leur provenance, etc. Si on commençait par ça, déjà, eh bien, on contribuerait justement à l'apaisement. Parce que l'être humain est égal à lui-même. Après, c'est les circonstances, les histoires. Moi, quand j'étais petit, enfin quand j'étais écolier, on nous cassait la tête avec les victoires, les guerres, etc. À un moment, les gens passent leur... On mettait en exergue les victoires. Les guerres et les victoires. C'était ça qui constituait presque en majorité ce qu'on devait inculquer à un enfant. Et ça relève de ce qu'on appelle le conditionnement. C'est-à-dire un individu arrive dans un palais, et ben il est inspiré par le palais. Un autre né dans une masure, c'est la masure qui détermine. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, on arrive dans une situation déjà donnée, déjà réalisée. Et chaque génération arrive dans une situation déjà réalisée. Et tout ce que et je le sais d'autant plus que moi je suis né dans le monde du Sud, saharien, musulman, etc. Et mon premier, disons, la première adaptation que j'ai dû faire, c'est m'adapter à ma communauté musulmane, à communauté nomado-cultivatrice, etc. Et c'est à ça que j'ai d'abord dû m'adapter pour pouvoir survivre. Je serais né dans autre chose, je me serais adapté à autre chose. Mais donc le préalable, si vous voulez, quand quelqu'un
arrive au monde, et ben il est obligé, enfin, il épouse presque spontanément la religion de ses parents, les convictions de ses parents, son milieu social, sa langue, bien sûr, sa façon de se vêtir, sa façon de construire ses maisons, sa façon. Donc chacun s'adapte à une situation qui est particulière. D'où l'énorme diversité qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire de culture, de patois. L'Europe, c'était une mosaïque de cultures qui, qui, qui se côtoyaient. Et moi, même ici en Ardèche, il y avait le patois, moi je comprenais rien du tout. Mes amis paysans entre eux parlaient patois. Voilà. Et c'était la langue qui les a fondés, sur laquelle ils ont fondé leur existence. Donc il y avait cette énorme diversité qui a été malheureusement, à mon avis, c'est très préjudiciable, complètement éradiquée pour installer une monoculture universelle. Et aujourd'hui, cette monoculture universelle est une tragédie. Parce que c'est un système avec ses règles et ses lois qui a tout uniformisé. Où que vous alliez maintenant, c'est le même critère culturel enfanté par l'Europe qui sont en train de se généraliser sur l'ensemble des planètes. L'Asiatique veut des bagnoles, l'Africain veut des bagnoles, sans compter toutes les standardisations, si vous voulez, qui ont été considérées comme la civilisation. La civilisation a été surtout un programme de standardisation masqué d'humanisme. Nous, on est venu nous dire qu'on était des cons, quoi, pratiquement, qu'on n'avait pas évolué, qu'on n'était pas comment, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Donc l'uniformisation par une idéologie, et c'est cette idéologie qui est tragique. C'est-à-dire cette idéologie qui fait du mal à l'ensemble de l'humanité, où on est arrivé à un moment, à une dictature d'une seule idéologie qui veut déterminer l'ensemble du comportement humain et l'ensemble de ce que les humains doivent acquérir, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout. Ça part de soi, et sortir de l'illusion. Moi j'ai vu des Africains dans des villages à peine se nourrir, mais se conformer, avoir une télé pour la communauté, avoir une radio. Pour eux c'était cette fascination dominait tout. Et pour eux marquer leur existence, c'était de se mettre à jour d'une civilisation qui leur donne le sentiment d'être en retard. Et tant qu'on a ce sentiment d'être en retard, on va se mettre à jour de la modernité qui serait, en quelque sorte, l'ex plus ultra et le summum de l'évolution. C'est ça l'idéologie dangereuse aujourd'hui, c'est qu'on croit et on répand sur l'ensemble de la planète. Il y a l'histoire antérieure, c'est comme un brouillon, hein, c'est comme si l'humanité n'avait jamais rien trouvé. Et là, il faut se mettre à jour. Sauf que moi, quand je regarde une cathédrale, je me dis quand même, ils n'étaient pas si idiots que ça, parce que allons refaire une cathédrale comme ils l'ont fait avec leurs mains, avec cette habileté monstrueuse. Ces rosaces qu'on a l'impression que c'est de la dentelle, une magnificence extraordinaire. Allons refaire ça maintenant, mais sans machine. Et il n'y avait pas la thermodynamique, il n'y avait pas des tracteurs, il n'y avait pas des bulldozers, il n'y avait pas... Ils faisaient des choses absolument splendides qui sont... Voilà. Et il n'y a pas que les cathédrales, il y a toutes sortes de splendeurs qui ont été faites en Asie et ailleurs. Donc les êtres humains, avant la modernité, ils n'étaient quand même pas abrutis. Ils ont fait des choses qu'on serait maintenant incapable de faire. Le danger du monde d'aujourd'hui, et c'est un immense danger, c'est que les outils et les machines sont en train de dominer l'être humain. Imaginez, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de communication, pas les caméras, pas les machins, et imaginez le monde. Eh bien, ça serait une catastrophe. Et si ça arrivait, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que c'est étudié dans les stratégies militaires, comment neutraliser simplement l'énergie. Plus d'électricité et c'est la catastrophe. Vous voyez. Donc ce qui veut dire que c'est cette sensation d'être dans une évolution positive, puissante. Qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle que nous sommes dans une démarche la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité. Et pourquoi nous sommes fragiles?
Parce que nous nous sommes déconnectés des lois de la vie. La vie qui est forte, elle est forte, elle se répète. Et nous nous sommes tellement éloignés de ça qu'on a oublié que notre propre corps est prodigieux. On a passé un entretien, il n'y a pas un bouton digestion de mon petit déjeuner ce matin, ou circulation du sang, tout ça se fait parce que c'est l'énergie de la vie. Vous voyez, je vois des poules peureuses, etc., chez moi, qui, quand elles avaient du poussin, elles devenaient farouches. Attention, il ne fallait pas toucher au poussin. Alors on se dit, quoi? Qu'est-ce qui anime ça? C'est qu'il faut que la vie continue. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'interrompre la vie. Bon, on s'est créé énormément de besoins factices. On a besoin de quoi? On a besoin de manger, de boire, on a besoin de respirer, on a besoin d'être abrité. Ça, oui, c'est les vrais besoins. Et après, on est tombé dans la sophistication. On a créé une société sophistiquée, frénétique, qui a rompu avec le temps réel pour rentrer dans un temps artificiel. Parce que le temps réel, même nos pulsations nous le disent. Respire. D'ailleurs, on a recours à la respiration dès que ça ne va pas, parce qu'on s'est déconnecté avec les cadences et les rythmes de la vie elle-même. Donc on essaye de se sauvegarder en retrouvant la vie. On vous dit respirez, détendez-vous, etc. Mais ne courez pas, restez tranquille, etc. Donc aujourd'hui, le sort en est jeté, c'est-à-dire que si ces outils nous manquent, nous aurons beaucoup de mal. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est avant toute chose, il faut revenir à la puissance de la simplicité. Ça c'est puissant. Quand on peut se contenter de peu, ça c'est puissant. C'est plus puissant que quand on a recours à la complexité. Et même dans l'analyse et l'intelligence, on a fait ça, une petite anecdote comme ça, dans une usine, qui paraît une anecdote vraie, une usine, les hauts fourneaux. Voilà, les hauts fourneaux, vous voyez ce que c'est? Les hauts fourneaux, c'est-à-dire que vous avez des wagonnets qui amènent le minerai, et quand ça vient au-dessus du foyer, ces wagonnets s'ouvrent. Le minerai tombe dans la goulotte pour être fondu, pour transformer en métal. C'est moi, chaque fois, ces wagonnets prennent ce qu'on appelle un choc thermique. Et il y a une petite déformation. Mais au bout de 30, 40 fois de déformation en déformation, le wagonnet est inutile. Et ça coûte très cher. Donc, on pose la question, comment allons-nous faire? Quand on fait le calcul, ces wagonnets nous coûtent trop cher et on en perd beaucoup. Si on les met trop haut, ça va pas, le minerai ne va pas tomber dans la goulotte. Si on les met trop bas, c'est pire. On les met à une distance moyenne, seulement on n'évite pas le choc thermique. Voilà. Donc ça se déforme. Alors les ingénieurs, les grosses têtes sont invités à traiter du problème, etc. Personne ne trouve. Est-ce qu'il faut avoir des wagonnets en tungstène ou je sais pas quoi, ce qui coûterait beaucoup trop cher, etc. Donc les ingénieurs, ceux qui étaient censés trouver la solution, n'arrivaient pas. Et puis le patron intelligent dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aussi aux ouvriers leur avis sur cette question? Alors les ouvriers viennent évidemment en rasant les murs, on va voir des sommités, c'est ce qu'on peut dire face à des sommités qui sont sorties des grandes écoles, etc. On va se ridiculiser devant ces sommités. Donc, puis il y en a un qui ose lever le doigt en disant, il commence par dire, peut-être que ce que je vais dire c'est une connerie. Donc il prend les devants. Moi je pense que le minerai, on pourrait le mettre dans des sacs de jute, et quand le sac de jute vient au-dessus de la goulotte, le fond brûle, le minerai tombe, et on a dépensé seulement quelques centimes. Et bien c'était la solution. Seulement il n'osait pas le faire. Vous voyez la puissance de la simplicité. La simplicité est beaucoup plus puissante que la complexité. Ce qui arrive au même résultat, d'ailleurs quand on fait des tests d'intelligence, on dit voilà, il faut obtenir tel résultat.
Il y a ceux qui passent par les méandres de la complication, etc. Et bien le plus intelligent, c'est celui qui trouve la solution la plus simple. Voilà, c'est ça l'intelligence, c'est pas la complexité. Donc tout ça fait partie, disons, de ce qui est intégré comme la norme dans l'organisation sociale. Mais je peux vous assurer que la simplicité, c'est puissant. Et en plus, ça vous préserve de la dépendance. Mais ma première voiture que j'ai eue, c'était une Juve A4. Quand il y avait des pannes, je soulevais le capot, je démontais les bougies, je faisais des trucs, et hop, je la remettais en route. Maintenant, ma voiture est tellement compliquée que si elle tombe en panne, je ne saurais pas me dépanner. Mais rien que changer une roue, ça devient compliqué. Donc, on est allé vers, évidemment, le perfectionnement par la complexité, la complexification, mais plus on complexifie, plus l'être humain est subordonné à son outil. Et aujourd'hui, nous sommes tous subordonnés à l'outil. Pourquoi diable sommes-nous dans une frénésie où on n'arrête pas de se déplacer? Pour un oui, pour un non, pour encombrer les routes, etc. Jusqu'où ça va s'arrêter? Alors bien sûr, on va peut-être rouler avec des panneaux solaires, mais s'il y a des millions de voitures avec panneaux solaires, qu'est-ce qu'on aura résolu? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on sera encore dans cette frénésie du déplacement à tout prix, et du coup, au lieu de modifier, de dire mais pourquoi est-ce que nous sommes amenés finalement à tant nous déplacer? Pourquoi ne pas organiser la vie dans des communautés autonomes où on dispose du maximum de ce qui nous est nécessaire d'abord là où nous vivons? C'est ça ce que j'appelle les oasis. Et ensuite, nous allons chercher la rareté. Soit je ne fais qu'exister, soit je vis. C'est là la différence. Et vivre pour moi, pour l'être humain. C'est pour ça que j'avais cette petite légende de la Terre qui se construit, qui se fait, etc. Elle se fait très belle. Il y a des océans, il y a des fleuves, il y a des montagnes, c'est une splendeur. Elle a mis des milliards d'années à devenir belle. Puis elle s'est dit, mais ça sert à quoi si personne n'est là pour m'admirer? Quand une dame se fait belle, c'est aussi parce qu'elle veut séduire, enfin elle veut donner. Et la planète se dit, mais ça ne sert à rien tout ça. Et elle se dit, ah, ça servira à quelque chose si j'arrive à créer quelque chose qui m'admire. Et à partir de ce moment-là, je suis admiré, je suis belle, etc. Et moi j'imagine que l'être humain, il est pour admirer. Il n'est pas pour détruire. Ça m'est arrivé il y a quelques années, ici même, pas loin d'ici, j'avais un ami qui était venu m'aider à couper des arbres pour nous chauffer. C'est-à-dire, évidemment, avec une science de la sélection, on coupe pas, on rase pas, on coupe raisonnablement, comme on travaille toute la journée. Pas de tronçonneuse, rien de tout ça. La journée s'achève, magnifique coucher de soleil. Sur ce coucher de soleil, un arbre dénudé, parce que c'était le plein hiver, qui faisait comme une dentelle magnifique sur ce coucher de soleil. Magnifique. Je suis là en admiration, en disant, ça c'est une récompense. On a été fatigué toute la journée, mais là, tout d'un coup, l'âme est nourrie, l'esprit est nourri. Une joie profonde et sereine, une joie très profonde mais sereine, qui est là. Et ça vous récompense de tout l'effort que vous avez fait toute la journée. La conclusion. Et il y avait cet arbre magnifique qui s'est découpé en dentelle. Je suis silencieux et en admiration. Et puis je dis, je veux faire partager ma joie à mon ami. Je le prends par la main et je lui dis, regarde, regarde. Il dit oui, il y a au moins 10 stères. Pour moi, ça a été vraiment le... Est-ce que nous sommes que des pratico-pratiques et à ce moment-là, il faut des spécialistes et des professionnels du divertissement pour divertir tout le monde. Il faut des spécialistes de l'art. Nous devrions tous être dans l'art, nous devrions tous
dans la beauté, et pas avoir des spécialistes de la beauté et nous qui acceptons de vivre dans la laideur. Nous acceptons la laideur de nos immeubles sans âme, de nos rues sans âme, de nos bagnoles qui ne sont après tout que des outils à nous déplacer, c'est tout. Et qu'on imbe de toute une mythologie, toute une symbolique, à tel point que voilà, le voisin me regarde. J'ai une magnifique bagnole. Moi, je suis peut-être pas grand-chose, mais ma bagnole, oui, ah oui, ma bagnole, oui. Non, on est ridicule. Il faut quand même qu'on s'éveille à la vie profonde, qui est celle de la sensation que l'on peut avoir à tout moment, que nous sommes dans un véritable miracle. Je vous l'ai dit, ou pas dit, une femme vient faire une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. Donc vous faites une enquête sur vous-même. Et nous avons complètement oublié que nous sommes de l'eau, que nous sommes de la terre, que nous sommes de l'air, que nous sommes... C'est tout ça que nous sommes. Il n'y a pas la nature et moi. Je suis la nature. Je suis l'enfant de la nature. Et l'enfant de qui? C'est de la nature que je suis enfant. Si la terre meurt, je mourrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc arrêtons cette... comment dire, cette espèce d'adulation et d'excellence qu'on a donnée à l'être humain. Et ça, la Bible y est pour beaucoup. Parce que quand vous prenez la Bible, d'abord ça commence par Ève qui fait pire connerie, qui va croquer la pomme et qui nous fout dans un herbier pas possible. Ensuite, toutes les femmes, quand on les rencontre dans la Bible, soit c'est des femmes exceptionnelles, soit c'est des femmes douteuses. Et il n'y a qu'un type, Jésus, femme adultère, que celui qui n'a jamais péché. Parce que la femme adultère, c'était elle qui était lapidée. Qu'elle avait violé l'homme, évidemment. C'est pour ça qu'elle était lapidée, impure. Parce qu'elle a ses menstrues, et que le sang étant impur, elle est impure, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien, ce type-là, Jésus dit, bah, écoutez, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Voilà. Il rétablit les choses. Voilà. César, je m'en fous. Montrez-moi une pièce. Effigie de César, rendez à César ce qui est à César. Ne mélangez pas les plans. Il y a le plan historique, contingent, éphémère, et il y a le plan de l'éternité. Et celui-là, c'est le plan de l'éternité dans lequel nous devons nous inscrire nous-mêmes, si nous voulons vraiment avoir une vie accomplie. Ça va vous paraître peut-être vaniteux, mais le message, il est déjà passé. Hein. Il est en train simplement de s'amplifier, c'est tout. Mais il est passé. Aujourd'hui, en France, je suis parmi les personnes qui sont, je n'en fais aucune vanité d'aucune sorte, qui sont quand même repérées. Voilà. Et en littérature, on m'a dit que j'étais à peu près dans les 10 premiers écrivains de France. Même moins peut-être. Voilà. Donc je vais laisser des écrits. Je vais laisser des choses enregistrées, je vais laisser tout un tas de... Et je vais laisser des structures, et je vais laisser des lieux concrets qui ont été créés, pas seulement des bouquins ou une espèce de mémoire incarnée. On arrive à un certain moment, ce que je dis, je l'ai fait. Voilà. Et je fais ce que je dis. Ça ne m'exempte pas d'erreur. Je ne me prends pas pour un dieu, une divinité ou je ne sais quel être exceptionnel. Mais en tout cas, j'essaye, je tente la cohérence. J'ai une aspiration et une conviction profonde. Cette conviction profonde, je tente de lui donner cohérence. Malgré mon incohérence. Voilà. Et quand je vais en Afrique et que je vois l'application de l'agroécologie, je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même une certaine fierté. Pas de vanité, mais de satisfaction. Je contribue à ce que les enfants ne meurent pas de faim. Je contribue à ce que des paysans sortent de cette aliénation qu'on leur a imposée. On les a détruits. On les a empêchés, sous prétexte de les aider, de mieux les nourrir, on les a affamés. Toute l'organisation du monde est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a fait un livret aussi sur la faim dans le monde, pour expliquer comment, par des démarches perverses, vraiment perverses,
et stratégique, je pourrais dire, diaboliquement stratégique, on a installé la faim dans le monde. Parce qu'il n'y a aucune raison. Le continent africain est immensément riche. Mais vous prenez simplement une graine insignifiante de n'importe quoi. Prenons un grain de blé, qui est le plus symbolique. Ben, ce grain de blé, vous le semez. Quand vous l'avez semé, et ben vous allez voir plusieurs tiges. Et chaque tige va porter un épi. Et chaque épi va être constitué d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de grains. Si vous ressemez tous ces grains, vous voyez, vous multipliez que par 5. Des fois, on peut multiplier par 10. Vous ressemez ces grains. Chacun redonne. Ça y est, il y a de quoi nourrir l'humanité. Parce que c'est une exponentielle dans l'augmentation des potentialités. Considérable, absolument considérable. Vous démarrez d'un grain de blé et vous remplissez un grenier. C'est simplement une question de temps, bien sûr. C'est pas immédiat. Mais c'est dans la démultiplication que la nature a prévue, mais c'est prodigieux. Alors des fois on se dit, bon, ben, elle est gaspilleuse aussi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il faut un seul pollen pour féconder une fleur, et il y a des millions et des milliards de pollen qui ne servent à rien. C'est comme les spermatozoïdes que nous avons en nous. Ces spermatozoïdes, ils sont surabondants. Pourquoi cette surabondance? Pourquoi il n'y aurait pas qu'un seul, et puis tout le reste est économisé? Mettons 10, voilà, donc pour pas être trop rapide. Eh ben, il y a des milliards, et on se dit, mais pourquoi la nature, c'est du gaspillage? Eh ben non, pas du gaspillage, parce que effectivement, par la loi des probabilités, qu'est-ce qu'elle fait la nature? Elle augmente les probabilités de la réussite. Et c'est pour ça qu'elle prolifère. Voilà. Et donc à partir de là, ben, vous comprenez que la dynamique de la vie, c'est la vie qui se donne à la vie pour qu'il y ait vie. Et c'est ça où on est amené finalement à ne pas savoir quoi dire. Moi je ne sais pas quoi dire, c'est le mystère de la vie, quoi. C'est extraordinaire. C'est plus que il y a l'émerveillement, mais il y a aussi le grand mystère. Le grand mystère, c'est-à-dire qu'il pose la question, mais qui est la grande controverse dans le monde, c'est après il y a celui qui dit il y a un Dieu, et celui qui dit non, il n'y a pas de Dieu. Il y a celui qui dit c'est que hasard et nécessité, c'est tout. Oui, mais d'accord, hasard et nécessité, mais basé sur quoi? Et puis il y a celui qui dit il y a une intelligence suprême qui a fait l'univers, qui a fait tout, et elle fait aussi bien tout le cosmos qu'elle fait un grain de blé. Et là, ça rentre dans ce qu'on appelle l'indicible, et ça rejoint, je ne sais pas si vous connaissez Maître Eckhart, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Maître Eckhart et j'aime beaucoup Socrate. Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Maître Eckhart, tout ce que vous dites de Dieu est mensonge. Ce ne sont que des hypothèses. Et malheureusement, ce sont ces hypothèses qui ont divisé la société en musulmans, chrétiens, juifs, et on se tape dessus. Et même à l'intérieur du christianisme, il y a les protestants et les catholiques. Vous voyez, il y a les chiites et les sunnites qui ne peuvent plus se blairer. Et puis dans le christianisme, il y a le fondateur du christianisme qui a mis en évidence le fait que c'est l'amour, la plus grande puissance qui soit. Ben, au nom de ce Jésus-Christ, qui n'a parlé que d'amour, il y a eu les croisades. Il n'a jamais dit, venez me délivrer mon tombeau. Ça, c'était des prétextes pour aller piller l'Orient. Il y a des hordes entières qui s'organisaient pour aller libérer le tombeau du Christ. Mais le Christ, il n'était pas dans son tombeau, en plus, il n'est même plus là. Et ça, tout ça, c'est des prétextes que l'humanité invente à partir d'éléments subliminaux pour finalement répondre à ses travers, à ses tares et à ses cochonneries, à ses conneries. Et nous sommes enlisés là-dedans. Donc il faut en sortir, c'est possible d'en sortir, mais
il faut une posture morale qui part justement de la simplicité. C'est puissant la simplicité. Quelque chose.